Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour le tour de l'actualité internationale. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, en Guinée-Bissau, vision d'un candidat pour un pays réconcilié et prospère. Dégel au sommet de l'État sénégalais. Et puis au Tchad, la détresse des réfugiés soudanais sous les projecteurs. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, à nouveau, bonsoir. Dans ce décryptage proposé par Africa 24, João Bernardo Vieira, candidat indépendant à la présidentielle de la Guinée-Bissau, expose son projet et ses ambitions. Entre dialogue national, diversification économique, éducation, emploi des jeunes, accès universel à la santé, le candidat détaille sa feuille de route pour bâtir une Guinée-Bissau plus forte et tournée vers l'avenir. Je pense que la différence entre moi et les autres candidats, c'est surtout la conception du pouvoir. Je pense qu'il faut dialoguer avec les gens. Il faut travailler pour la paix et la stabilité au pays. Pas continuer dans la façon de faire la politique politicienne, comme les gens font ici en Guinée-Bissau et peut-être ailleurs. Mais je pense que ma conception du pouvoir, c'est un peu différent parce que je veux rendre le pouvoir au peuple bissau-guinéen. C'est au peuple de décider nos destins. C'est pour cela que je pense que le premier pas que je vais donner en tant que président de la République, c'est d'organiser une conférence nationale pour la réconciliation nationale, pour l'unité nationale, pour la paix et la stabilité du pays. C'est ça ma vision. Après une semaine de tension au sommet de l'exécutif sénégalais, le climat semble se réchauffer entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Le chef de l'État a su rester en parfaite entente avec son allié, malgré la controverse née du maintien d'Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye président. Une décision qui avait alimenté les divergences. Suivez cet extrait de France 24. Le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré ce mardi des cadres du PASTEF, le parti au pouvoir. Il leur a donné ses assurances sur ses relations avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je ne ferai jamais du mal à Ousmane Sonko et je sais qu'il ne me fera jamais du mal. Diomaye, c'est Sonko, Sonko, c'est Diomaye, leur a-t-il affirmé dans des propos rapportés par le quotidien sénégalais Libération. Bassirou Diomaye Faye campe cependant sur sa position de maintenir Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye président, une nomination qui a été à l'origine des divergences avec le PASTEF d'Ousmane Sonko. Le PASTEF qui a justement réagi à travers un communiqué signé de son bureau politique national et a salué le climat constructif et fraternel dans lequel s'est déroulée cette rencontre avec le président de la République, avec comme objectif le renforcement de l'unité du parti et du tandem Sonko-Diomaye. Un communiqué qui semble ne pas rassurer à 100% les militants
du parti, parmi les plus fervents, qui sont toujours dans l'incompréhension depuis les divergences notées entre la coalition Diomaye Président et le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, justement, a d'ailleurs repris service à la primature ce mardi après plusieurs jours de congé. Il a pris part au Conseil des ministres ce mercredi, un Conseil des ministres qui s'est déroulé, selon le ministre sénégalais de l'Éducation, Moustapha Guirassy, dans un climat détendu entre Diomaye et Sonko. Au Tchad, des milliers de réfugiés soudanais vivent dans une détresse croissante, fuyant les violences qui ravagent encore leur pays. Manque d'eau, de nourriture, abris précaires, les conditions humanitaires se dégradent de jour en jour dans les camps frontaliers où les appels à l'aide se multiplient à l'ampleur de la crise. Extrait TV5 Monde. Une matinée d'angoisse pour Dar el-Naïm. Elle ne sait pas si elle va pouvoir être relocalisée aujourd'hui ou si elle va devoir rester seule dans le camp de transit. Dar el-Naïm a 19 ans. Enceinte de 7 mois, elle a pris la route de l'exil seule. Faute d'argent, sa mère, sa fille et ses 2 frères sont restés au Soudan. Je ne pensais pas vivre des choses pareilles. Après la mort de mon père, j'ai pris la responsabilité de la famille avec ma mère. Je travaillais, j'allais aussi à l'école. Et puis les choses se sont compliquées à El Fasher. Il n'y avait plus de quoi manger. Beaucoup n'avaient pas d'autre choix que de manger du foin, la nourriture pour les ânes. C'était sans issue. On se faisait frapper, violenter. On a dû creuser des trous sous terre pour se protéger des avions. C'était ça, la vie à El Fasher. Son séjour dans le camp de transit de Tinée, elle l'a passé avec des réfugiés qu'elle a rencontrés sur place. Il n'y a pas de nourriture, pas de couverture, pas de lit. Je n'ai pas eu d'autre choix que de rester avec des femmes ici. Et on a fait les démarches d'enregistrement ensemble. Dar el-Naïm a obtenu le fameux sésame. Camion numéro 5 départ aujourd'hui vers le camp de Touloum. Alors c'est l'heure pour elle de rassembler ses affaires. Un seau, 2 sacs, l'un sur le dos et l'autre qu'elle traîne difficilement. Je suis heureuse de m'installer dans le camp. Ma mère et ma famille vont pouvoir me rejoindre. Je pourrai m'occuper de ma mère, ma famille et mes frères. Il faut que je puisse manger pour prendre des forces, travailler et assurer le nécessaire. Les réfugiés soudanais qui arrivent ici à Tinée passent en moyenne 10 à 15 jours avant d'être relocalisés dans des camps plus installés qui sont dans la région du Wadi Fira et dans les alentours. Et pendant ces 10 à 15 jours, eh bien, aucune distribution alimentaire n'est organisée. Les ONG présentes ici expliquent qu'il manque de moyens. D'autres, comme le PAM, n'ont même pas d'équipe déployée ici. Alors peut-être que ça va s'organiser à l'avenir, nous dit-on, mais pour l'instant, les réfugiés soudanais qui sont ici s'organisent comme ils peuvent. Ils peuvent aller travailler au centre-ville pour pouvoir accumuler suffisamment d'argent et acheter de quoi manger. Mais il y a surtout une mobilisation des populations hautes qui se trouvent dans la ville. Ils se cotisent, ils essayent de rassembler suffisamment de nourriture, du riz, des pâtes pour venir les offrir et les distribuer aux réfugiés ici présents. En République démocratique du Congo, l'émotion est vive après un nouvel hommage rendu aux victimes des ADF. Les forces démocratiques alliées, un groupe armé d'origine ougandaise, actif depuis les années 1990 dans l'est du pays. Considéré comme l'un des mouvements les plus meurtriers de la région, les ADF sont régulièrement accusés d'attaques ciblant les civils dans le nord Kivu et d'Ituri. Aujourd'hui encore, familles, autorités et organisations humanitaires se rassemblent pour honorer la mémoire des disparus et rappeler l'urgence de renforcer la protection des populations. Extrait TV5 Monde. Boutiques et écoles fermées, marchés déserts. Lubero, chef-lieu du territoire du même nom dans le Nord Kivu, a décidé de tout bloquer en mémoire des hommes et des femmes tués ce week-end par les ADF dans le village de Biamboué, à une 50aine de kilomètres plus au nord. Ces commerçantes n'étaient pas au courant. Ce militant de la Lucha, à l'origine de la mobilisation avec d'autres organisations de la société civile, leur explique le sens de la démarche. Interpeller encore les autorités alors que le bilan des victimes du groupe armé lié à l'État islamique ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année. Oui, beaucoup de ça qui a coulé dans ce territoire de Lubero. En tout, nous avons perdu à peu près une centaine. À Biambo, nous en avons perdu
une aide centaine. Ce sont des vies humaines qui s'envolent. Et nous avons appelé à une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire de Lubero pour exiger que l'État puisse prendre la responsabilité et la sécurité de ces populations. Le bilan officiel fait état d'au moins 26 morts à Byambwe, mais beaucoup ont pris la fuite et restent disparus. L'attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Des maisons ont été brûlées, tout comme ce centre de santé où au moins 15 malades ont été tués. C'est vraiment grave. L'opération des bandits a commencé à 21 h jusqu'à très tard. Ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient sans être inquiétés. Ils sont venus de là-bas en bas et ils étaient habillés avec les uniformes de nos militaires. Il faut que le gouvernement fasse son travail, si c'est réellement le gouvernement du Congo. L'armée congolaise, pourtant déployée dans la zone, n'est pas allée au contact. Depuis lors, elle est visible dans Byambwe et sa région, une zone régulièrement prise pour cible par les ADF. L'armée est là, l'armée est en train de faire son travail. Malheureusement, c'est de renforcer, c'est d'accélérer le processus. Et ces éléments doivent être poursuivis sérieusement pour qu'ils n'aient pas le temps de se reposer. Ils doivent être poursuivis pour qu'ils soient traqués une fois pour toutes. Depuis 2021, aux côtés des FARDC, l'armée ougandaise est aussi déployée dans le nord du Nord Kivu et en Ituri, là où sévissent les ADF formés d'anciens rebelles ougandais. Sans que cette opération conjointe... L'Organisation des Nations Unies lance un nouvel appel à la solidarité internationale. Le secrétaire général Antonio Guterres alerte sur la progression rapide du terrorisme au Sahel, devenu, selon lui, l'un des épicentres mondiaux de la menace djihadiste. Il exhorte les États de la région, mais aussi les partenaires internationaux à renforcer leur coopération militaire, humanitaire et financière. Antonio Guterres déplore l'effritement des dispositifs de sécurité, l'aggravation des crises humanitaires et la vulnérabilité croissante des populations. Pour lui, seule une réponse collective, cohérente et durable permettra d'enrayer cette spirale de violence qui menace la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Suivez ce discours sur Africa News. Le secrétaire général de l'ONU appelle à l'union avec les pays du Sahel pour faire face à la montée du terrorisme. Mardi, Antonio Guterres a fait l'état des lieux sur les attaques djihadistes au Mali, Burkina Faso et Niger. Nous sommes confrontés au risque d'effets dominos désastreux dans toute la région. De nombreux pays sont ébranlés. Le terrorisme au Sahel n'est pas seulement une réalité régionale dramatique. Les liens de plus en plus étroits entre ces groupes en Afrique et au-delà en font une menace mondiale croissante. Le Sahel représente 19% des attaques terroristes mondiales et plus de la moitié des victimes liées au terrorisme dans le monde. Cette violence et cette instabilité engendrent des souffrances massives. Face à la situation régionale, la CEDEAO sollicite la communauté internationale afin de rétablir la confiance entre les... L'administration Trump a adressé aux autorités ukrainiennes un nouveau projet de négociation en 28 points. Préparé par son émissaire Steve Witkoff, le texte propose des concessions majeures de Kiev, dont l'abandon de Donbass sur la base de la ligne de front actuelle. La démarche transmise ces derniers jours vise à relancer les pourparlers entre Moscou et Kiev, selon les correspondants américains et ukrainiens. Et puis pour conclure cette édition, en Cisjordanie, les violences entre les Palestiniens continuent de s'intensifier. Face à cette situation, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tiendra une réunion gouvernementale ce jeudi 20 novembre. Les autorités attribuent ces attaques à un petit groupe anarchiste, parfois en conflit avec l'armée. Selon le gouvernement, ces actes extrémistes nuisent à l'image de quelques 500 000 colons vivant au milieu des 3 millions de Palestiniens. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine.